Vous vous situez à 199 mètres d'altitude sur l'un des plus beaux, des plus merveilleux balcons qu'offre le terroir de Bagnols-sur-Mer. Derrière vous, la blanche chapelle Notre-Dame de la Salette. Devant vous, la beauté d'un terroir d'exception. Nous débutons notre lecture paysagère culturelle par la Luminari, la lumineuse, appelée aussi le Puig de les Elmes. En descendant vers la mer, le Soula d'Armen, le soleil d'Armen, puis le Cap Castel et ses vignes en bord de mer. Nous arrivons au quartier du Cap d'Oune, le port de plaisance. Sa construction est une étape importante dans l'histoire de Bagnols, car elle marque le passage d'une société de pêcheurs à une société de plaisance. Bagnols-sur-Mer tire son nom du mot latin balneum, qui signifie petit bain. Bagnols n'entre dans le royaume de France qu'en 1660. Dès 1661, Bagnols-sur-Mer va connaître 2 siècles de contrebande. À la fin du 19e, c'est la naissance du tourisme et la crise du phylloxéra. Au début du XXe siècle, le tourisme prend véritablement son envol, ce qui va modifier Bagnols. Construction d'un front de mer et de nouvelles routes. Le port de plaisance voit le jour en 1963. Aujourd'hui, la commune compte près de 5000 habitants. Ses 2 grandes ressources sont le tourisme et le vin. Nous arrivons au Mas Retsch, qui est un lieu important de l'histoire viticole de Bagnols-sur-Mer et qui existe depuis le XIIIe siècle. C'est l'un des membres de la famille Retsch qui construira la chapelle qui est derrière vous. Nous continuons notre découverte paysagère culturelle par le hameau du Puig del Mas, qui va naître au XIIe siècle et sera jusqu'au XVIIIe le principal lieu de vie du terroir de Bagnols-sur-Mer. Regardez maintenant ces vignes en flanc de montagne face au soleil. Elles ont été plantées après la crise du phylloxéra à la fin du XIXe siècle. Mais retournons en arrière. C'est au XIIe siècle que les premiers pieds de vignes sont plantés autour de l'actuel hameau du Puig del Mas. C'est à la fin du XVIIIe siècle, quand le bord de mer va se sécuriser et que les Bagnolingues vont se tourner vers l'activité maritime, que la viticulture va se développer. L'homme de Bagnols devient pêcheur-vigneron. L'activité viticole explosera entre 1775 et 1815. Les Bagnolingues défrichent et plantent de la vigne sur l'ensemble de leur terroir. Mais 1884 verra la première grande crise. La crise du phylloxéra va détruire l'ensemble du vignoble. Très rapidement, une parade va être trouvée et le vignoble va être replanté. L'arrivée du chemin de fer, à la fin du 19e, va permettre aux Bagnolingues de mieux vendre leur vin. Sa reconnaissance comme vin médicinal, ajoutée à l'œuvre de messe de l'abbé Rousse, vont permettre à l'activité viticole de reprendre. C'est à la fin de l'année 1907 que le cru des vins de Bagnols verra le jour. Il sera entériné 2 ans après. C'est en 1936 qu'ils obtiennent l'appellation d'origine contrôlée, ce qui en fait une des plus vieilles appellations de France. L'histoire viticole de Bagnols ressemble au terroir qu'il a fait. Glissant de sommet en vallée, de pentes vertigineuses en terrain plat, de l'ombre au soleil, de la terre à la mer. Le vignoble de Bagnols est planté sur les versants schisteux du massif des Alberts. Le terroir bagnolingue se caractérise par un sol très mince et peu fertile, soumis à une forte érosion et qui s'étage depuis le niveau de la mer jusqu'à 450 mètres d'altitude. Remontons à présent les flancs des Alberts pour arriver au Puig Joan à 458 mètres. La configuration géologique du terroir de Bagnols donnait aux vendanges un caractère particulier. Dès septembre, les vendanges se préparent. On s'active à débarrasser les celliers, les caves, à remettre en état le pressoir, les tonneaux, les comportes qui prennent place dans les rues et sur la plage. Le moment venu, branle-bas de combat.
Les coupeurs, les porteurs composés de membres de la famille, d'amis, de voisins se regroupent en col, en équipe. Sur place, les seaux se remplissent de belles grappes de raisin, puis sont vidés dans les comportes. Là, le soumaté ou le burro de coille les porte jusqu'au lieu d'arrivée des mulets ou jusqu'à la cave. Pour le repas, des feux de sarment sont allumés pour griller la saucisse ou les côtelettes et l'on boit de bonnes rasates au porro. Un bref instant de repos, à l'ombre, et chacun reprend son travail. La physionomie de ce terroir est telle qu'aujourd'hui, malgré le progrès, le vigneron Banyuling passe beaucoup de temps dans ses vignes. Après les vendanges, en octobre et novembre, vérification de la vigne et travail d'arrachage des parcelles que l'on veut replanter. De décembre à fin mars, début de la taille, qui dure plusieurs mois et qui se fait souche par souche. C'est aussi la période où le vigneron replante les souches manquantes et les parcelles préalablement arrachées. Il construit ou reconstruit les murettes abîmées. En avril et en mai, c'est le moment de traiter la vigne, de la nettoyer. En été, le vigneron Banyuling traite la vigne contre l'oïdium, entretient les chemins de muletier, vendange en verre pour limiter la production et favoriser la qualité. Septembre, enfin, c'est la période tant attendue des vendanges. Les cépages qui serviront pour le collioure sont vendangés avant ceux qui serviront pour le Banyuls. Au fond, dans le lointain, la fameuse Torre de Coroch, appelée aussi la Tour du Midi. À partir de ce point, vers votre droite, vous avez d'un côté la France, de l'autre l'Espagne. Mais attendez, avant de vous rendre au musée Mayol, parlons encore un peu des vins de Banyuls. Un terroir exceptionnel ne peut donner que des vins exceptionnels. C'est au XIIIe siècle, avec l'invention du mutage, qu'Arnaud de Villeneuve va donner naissance aux Banyuls. Les vins Banyuls existent en rouge, en blanc et en ambré. La production des rouges est la plus forte, des doux, des secs ou encore des demi-secs. Les vins de Banyuls, dits traditionnels, sont les plus courants. Les Banyuls grands crus se distinguent par leur proportion de grenache noire et la durée de leur élevage. Les vins de Banyuls blancs, à la robe jaune paille et brillante, ont des notes florales mêlées d'agrumes. Pour terminer, les Banyuls ambrés issus des Banyuls blancs ont des arômes de noisettes et d'amandes. À ces Banyuls s'ajoute une autre appellation, les collioures, rouges, blancs ou rosés. Les collioures rouges développent des arômes de fruits mûrs. Les collioures rosés sont corsés et fruités, en parfait accord avec les entrées de l'été et autres hors-d'œuvre. Pour les collioures blancs, il est recommandé de les servir entre 8 et 10 degrés, avec du poisson. Après avoir éveillé vos papilles, frottez-vous les yeux, éveillez votre regard et rendez-vous dans la vallée de la Roume, dans une métairie, la métairie du musée Mayol. Vous pourrez y découvrir son cadre de vie, mais aussi et surtout les nombreuses œuvres exposées. Derrière vous, assise sur une colline à 200 mètres d'altitude, la blanche chapelle Notre-Dame de la Salette domine le Val Pumpo. Elle fut érigée en 1856 par Bonaventure Rech de la Serra. Cette chapelle aurait été construite en hommage aux deux bergers qui, l'année même de son mariage, ont vu ou cru voir la Vierge Marie. Profitez de ce moment, que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Laissez errer, jusqu'à plus soif, votre regard sur ce paysage. L'homme Banyuling est né de ce que vous voyez, et maintenant de ce que vous savez. D'aucuns y ont même été jusqu'à dire catalan, de naissance Banyuling, par la grâce de Dieu.